Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Salut tout le monde, bienvenue à vos infos TCBH. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine à l'émission, on parle d'écoquartier et de formation au service incendie et sécurité civile de la ville de Trois-Pistoles. Est-ce que j'ai piqué votre curiosité? Donc c'est parti pour vos infos TCBH. Tout d'abord, avant de vous présenter le contenu de l'émission de cette semaine, je tiens à m'excuser du fait que vous avez pu le constater, les deux dernières semaines, les deux derniers épisodes d'Info TCBH, il y a eu un peu de retard. J'étais habitué de vous les sortir depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, le vendredi ou le samedi, au maximum le dimanche. Donc, c'était quand même assez régulier. Là, le reportage d'Ottawa a fait en sorte qu'il y a eu un décalage là, dans le temps parce que ça, pour ceux qui l'ont vu, vous avez pu voir que c'était quand même assez colossal comme montage, comme reportage aussi. C'est pas les petits reportages qu'on est habitué de faire, des petits zooms ou quoi que ce soit avec les invités. C'est un petit peu plus important comme montage. Et aussi le reportage de la chaîne humaine de la liberté qui a eu lieu à Rimouski il y a 2 semaines. Ça aussi, ça a demandé du temps au niveau de la préparation, au niveau de l'écriture, au niveau du montage. Donc, cette semaine, on se rattrape. Je vais vous sortir ça dans les temps. On va souhaiter qu'on soit capable de tenir ce rythme-là, encore une fois, le vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à la fin de la saison, parce qu'on est effectivement rendu aux 3/4 de notre saison. Il reste environ 8-9 épisodes là, des infos TCBH avant que la saison se termine pour l'été, pour la saison estivale. Voilà, c'était seulement pour vous faire un petit récapitulatif là, des dernières semaines. Cette semaine à l'émission, comme je vous ai dit en introduction, on va tout d'abord aller voir M. François Loisel, qui est urbaniste et conseiller senior en aménagement du territoire pour la MRC Les Basques. En fait, M. Loisel va nous parler d'un projet d'écoquartier, qui est une étude en fait sur les écoquartiers qui va être faite dans la MRC Les Basques. Donc, moi, j'ai pu m'entretenir avec lui. C'est une entrevue d'environ une demi-heure, mais je vous dis, c'est super intéressant. Moi, j'ai été piqué, là, ma curiosité a vraiment été piquée de la manière que M. Loisel nous explique en quoi ça consiste, un écoquartier, puis la manière qu'on peut l'établir vraiment dans la MRC Les Basques. Là, il y a des municipalités qui sont visées par rapport à ça, Saint-Rita, Saint-Mathieu, Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges. C'est vraiment un projet qui peut être intéressant pour la région, mais encore une fois, c'est de l'établir et cette étude-là a lieu pour ça. En deuxième partie d'émission, ce que je vous propose, c'est une soirée d'information qui a eu lieu il y a déjà quelques semaines avec le service incendie de la ville de Trois-Pistoles pour, dans le fond, du recrutement. Donc, les principaux intéressés, Alain Lauzon, qui est directeur intérimaire pour le service d'incendie et sécurité civile de Trois-Pistoles, et Denis Lausier, qui est bien connu là, parmi les citoyens, qui est préventionniste pour le même service incendie. Donc,
Ils m'ont permis d'assister à cette rencontre-là. C'était pas une rencontre, c'était pas un point de presse, c'était pas quoi que ce soit par rapport à ça. C'était vraiment une soirée d'information où les participants posaient des questions. C'était en Zoom. Ils posaient des questions pour justement avoir des réponses sur en quoi ça consiste à être pompier pour la ville de Trois-Pistoles. Donc, je pense que M. Lauzon et M. Lausier ont vraiment répondu aux questions des gens. Par respect pour les participants, par contre, j'ai caché vraiment là, le plus possible les bouts où ils posaient des questions. Mais j'ai gardé les interventions quand même là, des principaux intéressés parce que je trouvais que c'était pertinent, c'était utile de les entendre sur ces questions-là. Puis ça enrichit vraiment là, la soirée d'information. Sur ça, on va commencer avec la rencontre que j'ai pu avoir avec M. François Loisel, qui est urbaniste à la MRC Les Basques. À présent à l'émission, je rencontre François Loisel, qui est urbaniste et conseiller senior en aménagement du territoire à la MRC Les Basques. Bonjour, M. Loisel. Oui, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. On se rencontre aujourd'hui en entrevue parce que la MRC Les Basques a mis en branle une étude sur les écoquartiers. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? En fait, c'est une étude qu'on a décidé de réaliser grâce à une subvention gouvernementale. C'est une étude sur des projets d'écoquartiers qu'on voudrait mettre en place dans différentes municipalités. L'écoquartier, ce sont des quartiers à l'échelle humaine. C'est des quartiers qui se veulent agréables et dynamiques. Ce sont des quartiers qui veulent améliorer la qualité de vie des gens. Et aussi, ce sont des quartiers dans lesquels on veut procéder à une certaine réduction de l'empreinte environnementale, à la fois des constructions et réduire l'empreinte environnementale aussi des futurs résidents de ces quartiers-là. Quand on parle de réduction environnementale ou de réduire l'empreinte environnementale, c'est soit des constructions comme telles, donc la façon que les maisons sont bâties, la provenance des matériaux, tout ça. Okay. Et celle qu'on parle aussi de l'empreinte environnementale des résidents, c'est tout ce que les résidents comment ils vont agir en termes de transport, en termes de gestion des déchets et tout ça. OK. Un concept comme celui-là en région comme la nôtre, est-ce que c'est un défi différent de le faire que de le faire justement dans une grande ville en métropole ou Effectivement, oui, c'est un défi mais assez colossal parce que on sera des pionniers dans l'Est du Québec à faire ce type de projet-là. C'est sûr que, puis aussi, ce qu'il faut parler en termes d'échelle de projet, c'est que des projets qu'on va faire dans les écoquartiers qu'on voudrait développer, ce n'est pas des écoquartiers comme on développerait à Montréal ou autour de Montréal ou même à Québec. Normalement, un écoquartier, là, on cherche à atteindre une population résidente d'autour de 3 à 5 000 habitants. Fait que ce serait déjà la population au complet de la ville de Trois-Pistoles. Fait que c'est pas quelque chose qu'on recherche comme tel. Ce qu'on recherche, c'est plutôt à développer soit une portion de rue à développer, des tronçons de rue à développer pour faire ce type d'écoquartier-là, puis amener les gens à changer leur type de consommation, enfin réduire leur empreinte environnementale. Réduire l'empreinte environnementale, changer les habitudes de consommation ou des habitudes en général des gens d'ici. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est viable, qui est faisable plutôt là, à court, moyen terme? Oui, c'est possible. On n'a pas bien le choix non plus, d'une certaine façon, parce que les changements climatiques nous le demandent d'une certaine façon. Puis la façon de procéder, moi, je pense toujours à la façon de procéder là, pour les écoquartiers. Les écoquartiers mettent de l'avant ce qu'on appelle des principes de l'urbanisme durable. Il y en a 4 grands principes de l'urbanisme durable. Le premier principe, c'est la densification. Donc, ce qu'on souhaite, c'est amener une certaine densification dans les écoquartiers qu'on veut développer. Quand on parle de densification, ça veut dire assez souvent les quartiers qu'on développe à Trois-Pistoles ou dans même les villes autour, dans les villages, ce sont des maisons individuelles qu'on appelle des maisons unifamiliales. Tout ce qu'on veut faire, c'est améliorer la densité. Donc, c'est créer, au lieu de mettre l'accent sur la maison unifamiliale, mettre l'accent sur des maisons jumelées ou en rangée. Tout dépend des lieux qui vont être choisis. Ça, c'est en termes de densification. En termes aussi de transport,
c'est la deuxième dimension importante là, quand on parle d'urbanisme durable. Puisqu'il est question de transport, on parle de développer le transport actif et collectif. Le transport actif, c'est tout ce qui touche la marche, l'utilisation du vélo. Autrement dit, on veut éviter que des personnes utilisent leur automobile pour aller au dépanneur du coin, pour acheter du pain ou du lait. On souhaiterait qu'il y ait davantage que la façon que soit designé le projet, on devrait dire, là, designé comme tel, soit conçu de façon très pratique. Donc, les gens vont pouvoir y aller facilement à pied ou encore emprunter la bicyclette pour y aller. Oui, aussi, on veut, dans certains cas, maximiser l'utilisation du transport en commun. Donc, transport en commun, on parle de soit l'autobus ou des taxis communautaires, entre autres. Ici, on ne parlera pas de mettre en place de monorail ou de tramway du côté de Trois-Pistoles. C'est des options plus pour des villes plus denses. Mais déjà, l'utilisation de taxis collectifs ou de minibus, c'est des choses qu'on pourrait regarder éventuellement. Puis, il y a d'autres choses aussi en lien avec l'urbanisme durable. C'est des questions qui touchent les énergies alternatives. On veut minimiser l'empreinte, comme je l'ai dit, l'empreinte environnementale. Puis ça passe beaucoup par toute la réduction de la consommation énergétique. Et de quelle façon qu'on les réduit, cette consommation-là, dans l'écoquartier, bien, c'est souvent soit par rapport à l'orientation des maisons, si on les met plus pour qu'ils soient orientés pour utiliser on appelle ça l'utilisation passive du soleil. En fait, les maisons servent de fenestration et donc les maisons peuvent accumuler la chaleur en hiver. Puis avec des arbres bien plantés autour de la maison, en été, ça peut réduire la consommation aussi, éviter le trop grand réchauffement. Ça, c'est des choses qu'on regarde au niveau des énergies alternatives. Puis l'autre grande dimension qui est liée aux écoquartiers, c'est la protection de l'environnement. Protection de l'environnement en général, ce qu'on parle, c'est protéger nos cours d'eau, protéger les autres milieux naturels comme les marais, les tourbières. Mais essentiellement, on a déjà quelques sites déjà d'écoquartiers qui sont ciblés. Et déjà, dans la plupart des écoquartiers, il se trouve avoir des cours d'eau qui sont présents, soit des cours d'eau sur une base temporaire ou sur une base permanente. Et ce qu'on veut faire, c'est protéger ces cours d'eau-là en mettant en place soit des bancs de riveraines de 10 mètres de chaque côté, selon ce que propose la loi sur la qualité de l'environnement, ou encore à être plus généreux puis en faire des parcs linéaires de ces espaces-là. Donc, avoir peut-être, au lieu d'avoir 10 mètres de chaque côté du cours d'eau, d'avoir peut-être 15 à 20 mètres pour pouvoir mettre un sentier piétonnier puis mettre de la végétation autour, permettre la plantation d'arbres. Ça serait déjà un milieu naturel plus intéressant qui pourrait amener les gens à se déplacer à pied, là aussi, dans leur secteur. Okay. Voyez-vous, ça couvre différentes dimensions d'écoquartier. OK. C'est un dossier assez costaud de ce que je peux en comprendre. Oui, c'est assez costaud, oui. J'ai lu dans les communiqués que l'étude ciblait, je ne sais pas si ça ciblait ou en fait, les municipalités qui en ressortaient, c'était Trois-Pistoles, Saint-Rita et Saint-Mathieu. C'est bien ça? Oui, c'est ça. À l'heure actuelle, c'est qu'il y a déjà eu 2 rencontres de travail avec les consultants. Les consultants s'appellent Vivre en Ville. C'est un organisme l'organisme qu'on appelle un organisme d'intérêt public là, qui travaille beaucoup avec le monde universitaire. Okay. Donc, ils travaillent avec ces gens-là surtout. Puis, eux, avec leurs critères, ils ont déjà identifié 3 sites pour la mise en place d'écoquartiers sur notre territoire. Un à Trois-Pistoles, un à Saint-Rita et un autre du côté de Saint-Mathieu-de-Rive. Okay. Donc, c'est les endroits qui sont ciblés à l'heure actuelle parce que ces endroits-là rencontraient l'ensemble de leurs critères qui ont développé. OK. Est-ce que vous savez quels étaient leurs critères justement pour embarquer dans ces municipalités-là? Bien, essentiellement, c'est des critères liés à l'accessibilité. Donc, les terrains choisis doivent être relativement accessibles par rapport à la diversité commerciale qu'on retrouve dans le village, la ville ou le village en question. Donc, du côté de Trois-Pistoles, on cherchait à avoir des terrains vacants à proximité de la rue Notre-Dame, essentiellement. Bon. Puis, si possible, près des lieux de consommation. Donc, des épiceries, de la caisse populaire, du bureau de poste, c'est tout ça. Donc, c'est des endroits
qui offrent déjà une bonne accessibilité. Des endroits qui offrent des terrains quand même de grande superficie, enfin, relativement grande superficie à aménager, ça vaille la peine. On ne veut pas des terrains qui, supposons, de 600 mètres carrés là, qui vont accueillir une seule maison. On veut pouvoir en mettre quand même une bonne quantité de maisons. Donc, on veut faire une rue. On veut mettre des infrastructures aussi en place. Donc, ça prend quelque chose des terrains relativement grands. Ça prend des secteurs qui sont connectés aussi. Connectés dans le sens qu'on veut qu'ils soient connectés dans deux sens, au point de vue technologique. Donc, on voudrait qu'ils misent sur l'Internet haute vitesse. S'ils ne sont pas là, il faudra que ce soit disponible éventuellement. Et connectés, comme je l'ai dit déjà, avec des liens piétonniers à faire ou à créer avec les rues commerciales autour. Mm-hmm. Puis, on veut que ce soit des lieux qui sont déjà à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. Ça, c'est essentiel, là, parce que les périmètres d'urbanisation, c'est tout ce qui... C'est le village, puis tout ce qui entoure le village, essentiellement. Et on veut que ce soit vraiment à proximité, à l'intérieur même des périmètres d'urbanisation, pour pouvoir demander soit la Commission de protection du territoire agricole pour agrandir le périmètre d'urbanisation pour faire un écoquartier. Ça serait comme agir un petit peu à l'inverse du rationnel d'un écoquartier, qui est de protéger l'environnement d'une certaine façon. OK. Vous l'avez soulevé tout à l'heure, cette étude-là, ça a été fait, ça va être fait, en fait, c'est en cours grâce au programme d'aide financière de planification des milieux de vie durables. C'est le ministère des Affaires municipales va financer 70 % si je comprends bien, et 30 % va aller à la MRC, c'est bien ça? Oui, exactement, oui. C'est une étude là, dont le montant est de 83 444 $. OK. Donc, c'est ça, le tiers est assumé par la MRC. Essentiellement, c'est des frais qui sont liés à des frais du personnel déjà là, qui sont en place à la MRC. Et, comme on dit, je travaille déjà en partie à aider les consultants à faire l'étude, donc mon montant est déjà fait partie du montant là, de l'investissement que la MRC fait. Mais je ne suis pas le seul professionnel. On a un spécialiste des cours d'eau qui est impliqué. Il y a des spécialistes aussi au niveau de l'aménagement du territoire, puis des géographes qui sont impliqués, de la MRC qui sont impliqués ici dans ce dossier-là, pour qu'ils puissent aller de l'avant là, rapidement. OK. On parle d'une équipe de combien de personnes environ? Bon, du côté de la MRC, on est 1, 2, 3, on est 4 personnes à l'heure actuelle. OK. Oui, oui. On n'est pas à temps plein, là, mais disons qu'on travaille occasionnellement, on se pose des questions. Quand il y a des rencontres d'équipe, soit qu'on est tous présents, mais des fois, on n'est pas tous présents à cause, justement, qu'on est plusieurs, qu'on est en télétravail ou à l'extérieur. Là. Fait que ça complique un petit peu la vie, là, mais disons que ça avance quand même assez bien quand même pour l'instant. OK. Et le dévoilement de cette étude-là est prévu pour quand environ? On prévoit à la fin de l'été. Okay. Disons que les concepts préliminaires, donc d'aménagement des quartiers, devraient sortir quelque part à la mi-mars, en mars-avril. Ensuite, il va y avoir des rencontres avec le Conseil des maires pour discuter des choix qui ont été faits, puis peut-être faire des ajustements, peut-être au concept qui va être proposé. Ensuite, il va y avoir le plan d'action qui va être en lien avec les concepts qui vont être proposés. Puis une fois qu'on va avoir tout ça entre les mains, justement, le Conseil des maires aussi va regarder tout ça. Et surtout les municipalités concernées, évidemment, qui vont le regarder attentivement. Donc, il va falloir leur laisser un certain temps pour qu'ils puissent le regarder et fournir leurs commentaires. Puis ensuite, l'étude va être déposée puis va pouvoir être rendue publique une fois qu'elle va être déposée au Conseil des maires. OK. À titre informatif comme ça, je m'informe. Le travail d'urbaniste, d'abord, ça consiste en quoi? Puis vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? En fait, moi, je suis urbaniste. Je travaille en fait pour la MRC depuis 1 an exactement. Mais c'est ça, je suis un genre d'urbaniste pigiste. Je suis surtout ce qu'on appelle la branche de l'urbanisme, ça couvre deux grandes dimensions, le domaine de la MRC et le domaine municipal. On pourrait même rajouter un troisième domaine qui est le domaine privé, là, donc qui est les firmes de consultants. Moi, j'ai agi dans les deux domaines, le domaine municipal et le domaine de l'aménagement. Donc, mon intervention se fait surtout, moi, en termes de travail au niveau de la mise à jour des schémas d'aménagement d'une MRC. Du schéma d'aménagement d'une MRC. Donc, c'est le dossier sur lequel je travaille présentement.
Puis, ce dossier-là m'amène à nous questionner, évidemment, toute la question des périmètres d'urbanisation, la grandeur, la dimension des périmètres d'urbanisation, l'identification des terrains vacants, comment va se faire le développement de ces terrains-là. Donc, essentiellement, c'est des questions qui se rapprochent beaucoup de la question des écoquartiers. Donc, c'est pour ça que je suis en lien avec ce sujet-là depuis quelques mois. OK. Donc, c'est un sujet qui vous passionne. Oh oui, c'est passionnant parce que c'est lié au développement durable d'une certaine façon. On veut améliorer le sort de la société en développant de nouveaux quartiers. Quand on regarde tous les gaz à effet de serre qui sont émis au Québec, on voudrait participer à une certaine réduction des gaz à effet de serre. En fait, de mémoire, j'y vais comme ça, à peu près 80% des gaz à effet de serre sont émis par tout ce qui concerne le milieu du transport au Québec. Donc, transport qui soit le transport par camion, qui est très populaire ces temps-ci, surtout à Ottawa. Puis tout ce qui tourne la question les autres modes de transport, comme le transport à l'auto, enfin, on l'appelle l'auto solo assez souvent, qui crée des problèmes de congestion routière, puis le fait que les véhicules circulent au ralenti émet encore plus de gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de développer des concepts urbanistiques qui vont amener une amélioration de la situation? Oui. Puis, un des modèles de le faire, c'est d'utiliser les modèles qui sont en lien avec tout ce qui s'appelle les écoquartiers. Puis j'écoutais l'émission Découverte hier aussi, là, ils appellent ça des quartiers intelligents. C'est comme une dimension du transport actif, transport communautaire et actif en lien avec les écoquartiers. À l'émission Découverte, ils parlaient aussi de développer des axes de circulation intelligents avec des feux de circulation contrôlés qui éviteraient la création de bouchons dans les villes. Donc, ça aussi, c'est tout en lien en ça, ce qu'on veut faire éventuellement, c'est développer des villes de nouvelle génération qui soient des villes un peu plus éco-responsables. En fait, les gens qui habitent ces villes-là soient un peu plus éco-responsables. OK. Vous avez parlé de modèle il y a quelques instants. Je m'en sers comme transition, en fait, parce que on a parlé hors d'onde, justement, d'un modèle d'écoquartier qui se tient, qui est à Chelsea, au Québec. J'aimerais ça que vous me parliez de ce modèle-là. Oui, OK. Du côté dans l'Outaouais, il y a déjà, au Québec, il y a quelques projets d'écoquartiers qui sont en place. Il y en a autour de Montréal. Il y en a à Québec même, dans la ville de Québec. Évidemment, ce sont des quartiers qui sont beaucoup plus denses, comme je vous ai dit, autour de 3 à 5 000 habitants, avec des tours d'habitation assez souvent. Donc là, on voit qu'ils veulent maximiser la densité. Puis en ville, donc, ils ont les infrastructures pour ça, pour avoir une plus grande densité. Donc, on mise là-dessus. C'est des quartiers aussi qui sont associés avec le transport en commun assez souvent. Donc, le transport actif, le transport commun est très présent, le transport actif aussi très présent. Donc, ils développent des passages pour vélo, ils développent des circuits vélo d'avant-garde. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Copenhague, au Danemark, ils ont des autoroutes pour vélo. C'est la première ville au monde qui a une autoroute pour vélo. C'est assez spécial, un peu comme endroit. On dit qu'on n'est pas encore rendu comme les gens de ce pays-là, en fait, le Danemark. On n'a pas encore rendu là, mais disons que c'est peut-être quelque chose qu'on veut s'en venir éventuellement. Donc, les écoquartiers, il y en a quelques-uns au Québec. Il y en a un que j'ai visité dernièrement, c'était à l'automne dernier. C'était le quartier dans le secteur Haut-Chelsea, à Chelsea, en Outaouais. Et je vais avoir quelques photos à vous présenter de ce secteur-là, de cet écoquartier-là. Bon, nous voilà rendus à l'écoquartier de la ferme Hendrix, dans le secteur Haut-Chelsea, à Chelsea, Québec. Donc, c'est en Outaouais. C'est juste au nord de la ville de Gatineau. Chelsea est en bordure de la rivière des rivières Gatineau. Et il y a un secteur plus ancien qui s'appelle Haut-Chelsea, évidemment. Et dans ce secteur-là, en bordure de l'autoroute et du chemin Haut-Chelsea, il y a un secteur qui était une ancienne ferme. Donc, c'est des terrains qui étaient vacants à proximité d'un lieu commercial, d'un secteur commercial, d'activité commerciale. Donc, il y a eu des projets à cet endroit-là, une proposition de faire ce qu'on appelle un écoquartier.
selon la définition qu'on vous a parlé. Donc, globalement, le plan d'aménagement de l'écoquartier, ici, c'est un plan d'aménagement quand même assez détaillé, là. Donc, vous avez au nord le chemin Haut-de-Chelsea et du côté est, l'autoroute de l'Outaouais, l'autoroute 50, qu'on appelle. Et donc, le parc de la Gatineau, pour ceux qui connaissent l'endroit, c'est plus vers du côté ouest. Donc, de ce côté-là, il s'agit juste de continuer le chemin et on arrive directement au parc de la Gatineau. Le terrain vacant en question, la proposition d'écoquartier, c'est d'avoir du côté nord du projet, essentiellement, ce que vous voyez ma flèche, un secteur qui est plus d'espace mixte, donc à la fois commercial et résidentiel. Donc, commercial au rez-de-chaussée, résidentiel à l'étage qui est proposé. Et le secteur d'en bas, c'est des secteurs essentiellement résidentiels, donc soit avec des maisons unifamiliales, des maisons jumelées ou encore des maisons en rangée. Comme je vous ai dit, un écoquartier, normalement, ça ne comprend pas de maisons unifamiliales en temps normal, mais ici, les maisons sont tellement rapprochées, vous allez le voir aussi, avec des marges de recul tellement spéciales que on se trouve à avoir quand même à atteindre une bonne densification. Et la spécialité, enfin, ou la spécificité de ce projet-là d'écoquartier, c'est qu'il y a quand même près de 50% des espaces qui sont consacrés à des espaces verts ou à des espaces naturels. Donc, dont un grand parc en plein milieu du projet, comme on voit ici. Donc, ça vous montre un petit peu où se situe le projet. La rue principale, c'est le chemin Ladyfield, qui comprend plusieurs maisons individuelles aux couleurs, aux styles variés. Donc, ça donne un petit peu le ton au projet, là. Donc, c'est parce que le thème, c'est une ancienne ferme et on reproduit plusieurs bâtiments avec des styles architecturaux qui représentent des styles un peu anciens d'une autre époque. Ce qu'on remarque essentiellement dans ce projet d'écoquartier-là, si on est dans le coin des secteurs de maisons unifamiliales, donc c'est les cours avant qui sont très étroites. On parle de cours avant d'environ 2 mètres, avec des cours latérales aussi qui sont très étroites, environ 1,5 à 2 mètres de cours latérales. Donc, c'est des projets qui se veulent. C'est pour ça qu'en ayant des cours latérales et avant très étroites, on assure une certaine densification du projet. Et ce qui est le fun aussi à voir aussi, c'est qu'on voit la couleur des habitations qui est là. Donc, on a du rouge et des teintes très, très contemporaines, mais à la fois très voyantes aussi. Le secteur de maisons individuelles jumelées ou maisons unifamiliales jumelées, qui vient juste d'être fini d'être peinte en blanc, c'est spécial un peu, là. Donc, ces maisons-là en rangée sont toutes situées juste en avant du grand parc qui est un champ, qui est comme un ancien champ agricole qui est resté un petit peu qui n'est pas vraiment à l'abandon, qui va être remis en culture avec certaines productions parce que justement, l'aspect communautaire du projet, c'est d'avoir des espaces de jardin à mettre à la disposition des gens. Un peu aussi comme ce qu'on va faire aussi dans nos propres écoquartiers. Cette dimension-là communautaire va devoir être très présente. Ici, un aspect un peu plus particulier là, de l'écoquartier qu'on retrouve du côté de Haut-de-Chelsea, c'est le stationnement sur rue. Les stationnements sur rue sont faits avec entrecoupés d'espaces avancés. C'est des bandes latérales qui sont gazonnées, qui dans certains cas qui sont plantées avec. Dans d'autres cas, on trouve des infrastructures comme des luminaires. Donc, on a quand même une chaussée à des endroits qui est relativement large pour une rue qui se veut dans un écoquartier, mais c'est parce que c'est une rue qui est la rue la plus passante du projet, là. Donc, c'est la rue qui donne quand même aussi du côté des habitations qui sont plus de moyenne densité. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'une rue relativement large. Du côté des Basques, nous, ce qu'on va faire, nos rues vont être beaucoup plus étroites que ça. On propose des rues comme... on va regarder pour des rues d'environ avec des chaussées de 5 mètres qui vont être pavées seulement, parce qu'on prévoit qu'il va y avoir très peu de circulation, puis on prévoit quand même qu'il va y avoir des accotements qui vont être gazonnés, que les véhicules vont pouvoir, s'ils se rencontrent sur une chaussée relativement étroite,
ils vont pouvoir mettre chacune une roue sur l'accotement un peu qui est gazonné. Puis ils vont revenir ensuite, les voitures vont pouvoir revenir au centre de la chaussée sans problème. Il n'y aura pas de grosses périodes de pointe de circulation dans ces écoquartiers-là qu'on veut faire du côté des Basques. En regardant ça, on se dit, ben oui, OK, il y a peut-être des choses à apprendre d'un écoquartier. Maison individuelle avec des grandes galeries. Ah oui, c'est ça. On partage des espaces extérieurs. Puis la vie d'un écoquartier se passe beaucoup à l'extérieur. Donc, c'est les maisons qui ont été conçues dans ce projet-là. Le projet de la ferme Hendrix là, à Haute-Chelsea. Toutes les maisons ont des grandes maisons individuelles, ont toutes des grandes galeries qui font le tour de la maison presque. Puis on voit ici, qu'ils ont mis des arbres en avant du côté de l'emprise de la rue, qui vont créer un petit peu qu'il faut créer de l'ombre à la fois sur les maisons et dans la rue aussi. Ici, on a un secteur de moyenne densité, donc on se retrouve avec des maisons individuelles jumelées avec un vaste espace communautaire. Ici, les arbres ont commencé à être plantés, mais évidemment, c'est un projet qui est nouveau. Là, les feuilles ne sont pas toutes sorties. Donc, j'étais à l'automne. De toute façon, j'ai pris les photos. C'est normal qu'ils soient tombés. Puis ici, on voit un peu le style architectural là, qui est proposé dans cet écoquartier-là. Il faut dire que Hendrix, c'est un anglophone. Donc, on reprend un peu le style, un peu du quartier british, donc un peu à l'anglaise. Donc, on donne le style avec des briques rouges, un peu à l'anglaise dans ce secteur-là de maisons jumelées et maisons orangées. Ici encore, on a un projet de maisons individuelles jumelées, donc maisons familiales jumelées. C'est plusieurs sections de 3 maisons de différentes couleurs, avec des cours avant, encore là, une fois, qui sont très, 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 très courtes, cours avant d'environ 3 mètres à peu près, à première vue. Là. Donc, c'est très court comme cours avant. Fait que les gens, ils vont surtout, c'est parce qu'on le voit ici, pour y avoir été, il y avait des enfants. Les enfants se retrouvent surtout dans les espaces communautaires. Ils se retrouvent là à aller jouer là. Fait qu'ils vont prendre leur petit vélo ou ils vont utiliser les sentiers qui passent entre les maisons pour aller d'un endroit à l'autre. Donc, ça termine le tour de cet écoquartier-là. Nous aussi, ce qui va arriver dans les écoquartiers, ce qu'on propose, et on va sûrement discuter avec les consultants de Vivre en Ville, c'est de développer des thématiques pour chacun des écoquartiers qu'on veut développer. Donc, c'est des thématiques du côté de Saint-Mathieu-de-Rioux, on veut parler de la randonnée pédestre. C'est un endroit qui est en pente, c'est un endroit d'activité. Donc, il y a tout ça qu'on voudrait développer, les activités extérieures, donc quartier de plus de montagne. Du côté de Sainte-Rita, la thématique qu'on aimerait pouvoir développer, ce serait la thématique en lien avec l'érable, parce que évidemment, c'est leur industrie principale. Donc, l'érable serait... il y aura des érables de plantés, évidemment, dans les cours avant des maisons. Les maisons auraient des styles qui ressembleraient à probablement à ce qu'on des petites érablières. Donc, c'est des maisons avec un clocheton dessus qui donne le style érablière avec des toits en tôle de différentes couleurs, qui mettraient de la couleur dans le projet et mettrait de la vie surtout dans le projet. Et les cours avant seraient relativement grandes. Comparativement à ce projet-là, à l'inverse, les cours avant seraient très grandes parce qu'on voudrait planter des érables dans les cours avant. Puis du côté de, ce qu'on regarderait du côté de Trois-Pistoles, le thème à mettre de l'avant, il y a différents thèmes qu'on pourrait regarder. Là. On va en parler avec le conseil municipal. Un des thèmes, ce serait le thème des Basques. Donc, reprendre un peu l'architecture traditionnelle basque qu'on le voit dans le pays basque, puis se baser un petit peu là-dessus. C'est des maisons avec des habitations avec souvent de 2 étages et demi à 3 étages, avec des balcons. Fait que ce serait probablement ça qu'on pourrait proposer. Et le dernier écoquartier dont le mandat revient à notre équipe, ça serait le thème à développer, se tournerait autour du thème de la mer. Ça serait le thème que je choisis pour l'instant, ça serait « Je voudrais voir la mer », qui est en lien avec une chanson de Michel Rivard. Donc, ça fait rêver. Puis, il y aurait plusieurs espaces communautaires. Donc, un parc avec probablement ce qu'on voudrait faire dans le parc, un bâtiment qui assurait un certain rassemblement d'individus
et d'enfants aussi. Puis il y aurait comme une tour d'observation qui prendrait le style de l'ancien phare. Donc, une petite tour ouverte, mais avec une sorte de structure qui servirait de tour d'observation. Ce serait l'élément phare à la fois qui porte à la fois au sens propre au sens figuré. Là, on le verrait de partout, puis de là, on y servirait aussi de phare d'une certaine façon de ce qu'on voudrait faire du côté de Notre-Dame-des-Neiges. On a plusieurs autres idées aussi en place avec ça. Donc, c'est tout le thème de la mer et les thèmes marins. Donc, ça mise en place dans les cours avant, ça serait des plantes reliées au monde maritime, donc des élimes des sables qu'on pourrait mettre en avant dans les cours avant, qui bougeraient avec le vent. Ça serait des choses comme ça qu'on voudrait faire à développer, à créer, à mettre en place du côté de ce projet-là à Notre-Dame-des-Neiges. Donc, ça fait le tour un peu des différents écoquartiers qu'on veut développer. Donc, l'étude, on est attendu à la fin de l'été 2022. Fait qu'on va pouvoir s'en reparler probablement avec M. le préfet à ce moment-là. Ah bien, M. Loisel, c'est très intéressant comme projet. Ça va être un projet à suivre, là, assurément. Oui. C'est ça, je disais qu'on était plusieurs dans l'équipe. On est vraiment 4 à la MRC là, qui vont travailler sur différents aspects là, du projet. Un qui c'est l'aspect réglementaire. Évidemment, moi, je vais me mêler un petit peu de tout. Là. Mais on va avoir quelqu'un du côté de l'aspect réglementaire. On va avoir quelqu'un. C'est ça, je sais pas, il faut que j'en garde un petit peu pour la prochaine entrevue. Mais ça me vient à l'idée. Il va y avoir quelqu'un qui, d'ailleurs, j'ai parlé la semaine dernière, là, qui va être plus du côté du plan d'action et comment le mettre en place. Donc, il va y avoir une ressource qui va travailler là-dessus. Puis l'autre personne, ben, c'est plus l'aspect cartographie aussi, là, détails cartographiques. Là. Je ne suis pas un spécialiste de tout, là, fait que la cartographie, ça me passe un petit peu loin de moi pour l'instant, là, mais donc ça va prendre quelqu'un qui pourra s'en occuper pour faire des beaux plans pour que ce soit une belle présentation finale. Ouais. Bien, merci beaucoup. Voilà. C'était très intéressant. Je rappelle, M. François Loisel, vous êtes urbaniste et conseiller senior en aménagement du territoire pour la MRC Les Basques. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié le contenu de la première partie de l'émission. On s'en va prendre une courte pause publicitaire et au retour, on rencontre le service incendie et sécurité civile de la ville de Trois-Pistoles. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. On est de retour à l'émission. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on s'en va voir maintenant le service incendie et sécurité civile de la ville de Trois-Pistoles. Vous allez pouvoir entendre Alain Lauzon, qui est directeur intérimaire pour le service incendie et sécurité civile de Trois-Pistoles, ainsi que Denis Lausier, qui est préventionniste pour le même service. Bonsoir à tous. C'est plaisant de voir qu'on a un petit peu de monde. On a essayé plusieurs manières d'aller chercher du monde parce que, bon, comme vous savez, on est en période de recrutement, mais on est toujours en période de recrutement parce que c'est quand même pompier temps partiel. Donc, tu as toujours du monde qui arrive, tu as du monde qui partent. Puis souvent, ceux qui partent, c'est des gars d'expérience. Ils ont toutes leurs raisons, tous valables pour partir. À un moment donné, ben, il manque de temps, trop vieux, nommez-les les raisons. Puis nous autres, ben, on ne veut pas se faire apprendre, donc on veut former d'autres pompiers pour pouvoir toujours avoir des pompiers formés. Tu sais. Donc, c'est un peu ça le but. Puis Denis est arrivé avec cette idée-là d'essayer d'aller rejoindre du monde chez vous, dans vos salons, vos cuisines. Il y a du monde qui sont peut-être gênés des fois de venir à la caserne, puis de venir nous voir, puis de venir poser des questions. Puis on s'est dit peut-être en faisant... Puis en plus, c'est pas mal à la mode depuis 2 ans, là,
les Zooms comme ça là, avec la pandémie. Donc, on s'est dit peut-être qu'on pourrait aller chercher du monde comme ça. Puis, c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir pour répondre à vos questions. Denis, as-tu quelque chose? Non, c'est pas mal. Tu as pas mal fait le tour. Dans le fond, c'est de quoi de nouveau qu'on fait, qu'on essaie de rejoindre les gens à la maison. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On est là pour vous répondre. Comment ça se passe? Pour être formé pompier, comment ça se passe? C'est quoi le temps à mettre? C'est quoi les formations à suivre? C'est sûr qu'il y a du temps à mettre. Mais nous autres, on est là à répondre à vos questions. Puis, si vous êtes tenté par le métier, bien, nous autres, on va essayer de vous montrer ça, le beau côté de la chose. Puis, c'est un beau métier. Dans le fond, comme Denis a dit, nous autres, on a, mettons vous venez à la caserne, on vous passe un genre d'entrevue pour voir c'est quoi vraiment c'est quoi votre but, pourquoi vous voulez être pompier avec nous autres, comment vous voyez ça. C'est sûr qu'il y a des questions un petit peu plus touchées, style c'est quoi votre disponibilité, parce que vous avez quand même un minimum à nous donner, tu sais. Puis, parce que nous autres, on ne veut pas avoir non plus de fantômes. Des fantômes, c'est du monde qui viennent comme pompiers puis qu'on ne voit jamais. T'sais. Donc, nous autres, on investit beaucoup de temps sur eux autres. Puis, à un moment donné, ben, on ne les voit jamais. Donc, ça fait mal aux deux côtés parce que la personne qui ne vient pas, ben, elle ne peut pas mettre en pratique ce qu'elle a eu comme formation. Puis, nous autres, de notre côté, ben, chaque pompier est compté pour une intervention. Donc, si on vous forme puis vous ne venez pas à un minimum d'intervention, ou de pratique, ou ben c'est pas bon pour les deux côtés. C'est un peu pour ça qu'on vous dit ça. T'sais. Donc, le fait d'avoir du temps partiel, ben, on ne peut pas vous obliger à venir à chaque fois. Ce n'est pas un travail à temps plein, sauf que vous avez, comme on vous dit, vous avez quand même un minimum d'obligations. C'est quand même, ça reste un travail à temps partiel. Puis, les obligations, à quelque part, c'est un minimum d'intervention que vous devez faire avec nous autres, puis un minimum d'heures formation pratique que vous devez faire avec nous autres. Puis nous autres, à Trois-Pistoles, présentement, depuis un certain temps, c'est le lundi soir qu'on fait nos pratiques ou nos formations. Donc, le lundi soir, mettons, de 7h30 à 9h30, ça dure 2 heures. Puis on touche à tout. Nos officiers, ceux autres qui vont faire les formations, puis ça peut être de la pompe, ça peut être de la recherche, ça peut être échelle portative, ça peut être une pratique avec les appareils respiratoires, ça peut être plein de choses. Ça peut être une formation théorique dans la salle de conférence, puis on parle de sujets, tout autre sujet, donc c'est un peu comme ça. C'est sûr que c'est pas comme du temps plein que vous avez été formé à l'école de pompiers, vous avez fait un DEP, ensuite, il fallait faire aussi même un DEC. Donc, c'est sûr qu'on vous prend tout nouveau, tout rose, puis on essaie de vous amener à un degré, puis le minimum de degré qu'on doit vous amener, ça s'appelle le pompier 1. Là, les étapes de pompier 1, Denis serait plus capable de vous les énumérer que moi, là. Mais c'est ça, parce que pour pouvoir être un vrai pompier, pour pouvoir rentrer dans une maison, donc ça te prend ton pompier 1. Donc, c'est un peu ça que... Mais à mesure que tu prends tes formations, parce que tu as des étapes, bien, à mesure que tu fais tes formations, bien, à mesure que tu es capable d'assister les pompiers dans des interventions, puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'éventuellement, tu aies ton pompier 1. Puis là, tu as ton pompier 1, tu es stampé Chicago Fire. Écoute, normalement, nous autres, on a un téléavertisseur. Et on a des téléphones aussi portatifs. Fait que là-dessus, on met notre disponibilité. Fait que tu es capable de te mettre disponible ou non disponible. Fait que dans le fond, si tu as un appel, puis ton téléphone, nous autres, le téléphone affiche à la caserne, puis on voit que ton nom est disponible, bien, on s'attend que tu vas être à la caserne. Tu as plusieurs manières de travailler dans le temps partiel. Temps plein, c'est pas compliqué, c'est ton travail, tu es temps plein. C'est comme n'importe quel emploi, sauf que pompier, ben, c'est des jobs d'urgence, donc tu as des horaires variables parce qu'il faut que tu travailles de jour, il faut que tu travailles de nuit, puis il faut que tu travailles de fin de semaine. Tu travailles à Noël, tu travailles au jour de l'an, nomme-les.
Donc, tu as un horaire tout le temps, puis ça bouge comme ça. Mais ça, tu ne te casses pas la tête, c'est ton métier, c'est ton travail temps plein. Du temps partiel, tu as plusieurs manières de pouvoir l'interpréter. Mais nous autres, à 3 pistoles, ça marche vraiment par câble. Moi, je ne peux pas t'obliger à rester chez vous, assis sur ta chaise, avec un verre d'eau, pas de télévision, puis tu attends un câble, puis la minute ça sonne, tu t'en viens. Je ne peux pas t'obliger parce que pendant cette période-là, moi, je te paye pas. Donc, dans le fond, vous allez être payé au câble, puis on vous donne un minimum d'heures. Donc, c'est un minimum de 2 heures qu'on vous donne. Si l'intervention dure 30 minutes, bien, vous revenez à la caserne, on remet le camion en service, en tout et partout, ça a duré 1 heure, bien, on vous donne 2 heures pour votre déplacement et tout ça. Mais si c'est un feu, comme il a dit tantôt, à 2 heures du matin, tu t'en viens, bien là, tu passes 5, 6, 7 heures au feu. Là, tu vas te payer ton temps que tu vas être avec nous autres. Puis à partir là, je ne sais pas si Denis est plus au courant, là, mais après un certain temps, si c'est dans les heures de repas, bien, on vous paye un lunch. Il y a des barèmes qu'on respecte. Là. Donc, si, mettons, après un certain temps, bien là, si, mettons, tu pognerais une intervention à 3 heures de l'après-midi, ça irait jusqu'à 9 heures le soir. Mais là, on sait que tu n'as pas soupé, mais éventuellement, ben, il va y avoir des lunchs qui vont arriver pour on faire manger notre monde parce que, à un moment donné, tu vas tomber. Là. Puis on va s'organiser pour faire des rotations, mettre une gang qui va manger, une gang qui va travailler. Puis après ça, on va changer ça pour que tout le monde aille manger. Puis on s'occupe de tout ça. Il y a toujours du travail à faire à la caserne. Nous autres, on fait des visites de prévention résidentielle. Donc, tu es capable d'aller chez des sous avec ça. Tu sais, dans le fond, tu passes à chaque maison, 2 pompiers, inspectent les avertisseurs de fumée, inspectent les monoxydes de carbone, les extincteurs. Fait que ça, on fait ça la fin de semaine. Tu peux faire des heures là. Puis on a du travail caserne. On teste nos boyaux, on teste nos apria, puis ça prend des gens ici à la caserne pour faire ça. Fait que dans le fond, quand Alain dit, même il y a du travail caserne, des fois du ménage, n'importe quoi, tu viens voir Alain, ouais, j'ai 2 heures pour toi, faire du ménage, balayer le plancher, ou je sais pas, j'ai un ménage à faire d'un camion. Ben, il y a toujours du travail qui peut se donner en dehors des appels. Vu que c'est du temps partiel, comment ça fonctionne? Moi, je fais tout le temps la référence avec du temps plein. Le temps plein, bien, vu que tu es temps plein, mais il y a tout le temps des pompiers. Le matin, les gars, ils rentrent, ou les filles, puis là, ils vont inspecter leur camion, puis ils vont faire la ronde de sécurité parce que les camions sont supposés être inspectés à chaque fois. Tu es supposé les inspecter avant de prendre la route. Mais du temps partiel, ça serait gênant un petit peu d'arriver à caserne puis de dire, ben écoute, on a un appel d'urgence, ça brûle, mais avant de partir, il faut que je fasse mon inspection. On l'a fait en revenant ou sinon, ben, une fin de semaine, chaque fin de semaine, on a de l'inspection de tout l'équipement, des petits outils à moteur, les camions, il faut faire rouler les camions, voir si tout fonctionne bien. Mais si on fait ça, mettons, chaque pompier va voir sa fin de semaine, on va y allouer des heures pour ça, puis il va être payé pour faire ça aussi. C'est sûr que quelqu'un qui est chez eux et qui n'a aucune connaissance, qui ne connaît pas un parent qui a déjà été pompier ou qui est pompier, c'est sûr que des fois, ça peut être gros, ça peut être grand, tu dis ouais, mais vous êtes super bien encadré. On a tout passé par là, puis éventuellement, ben, tu vas être capable de faire tes choses par toi-même. Mais côté sécurité, 1, pour le côté sécurité, puis 2, ben, justement, pour pas que tu fasses peut-être des choses que tu ne dois pas faire, ben, il y a quelqu'un qui va être en train de veiller sur toi. Puis nous autres, on a quand même des pompiers d'expérience aussi, puis ils vont être là avec vous autres. C'est que des fois, il y a du monde qui vont penser que quand on fait des interventions comme ça pour aller chercher des nouveaux pompiers, c'est parce qu'on manque de pompiers, mais c'est pas ça. C'est parce que vu que c'est du temps partiel, comme je vous disais tantôt, je peux pas vous obliger à venir à chaque fois. L'idéal, ça serait ça. Mettons, j'ai 10 pompiers, puis à chaque fois que ça sonne, j'ai 10 pompiers, ça serait l'idéal. Mais c'est souvent un 2 pour 1. Tu sais. Des fois, on va être 8, des fois, j'en avoir 5. Donc, plus mon bassin est grand, mettons, j'en ai 20 pompiers, puis que c'est 2 pour 1, mais j'ai quasiment tout le temps la chance d'avoir une dizaine de pompiers qui vont arriver. Parce que quand ça brûle, là, on n'est jamais assez de pompiers. C'est surtout un début d'incendie qui fait que ça va être un petit feu ou un gros feu. Puis là, si j'ai pas beaucoup de monde, puis qu'on perd le contrôle, ben, à un moment donné, on devient en mode défensif. On peut plus faire rien pour pénétrer dans la maison ou dans le bâtiment. Donc, dans ce temps-là, on devient défensif, on reste à l'extérieur, puis on va protéger l'alentour. Tu sais. Mais plus qu'on est de monde, plus qu'on a une force de frappe, puis plus qu'on peut essayer de diminuer le risque. Tu sais.
On prend toujours la caserne qui est plus proche. Donc, il y a beaucoup de casernes qui sont proches de Rivière-du-Loup qui vont y aller à Malzo. Et je ne sais pas si tu te souviens, là, 2 ans, un feu à Saint-Fabien, 7 maisons. Mais là, on est vraiment allé en entraide à Saint-Fabien. Mais ta question, pour bien comprendre, tu as dit Rivière-du-Loup comme exemple, parce que Rivière-du-Loup, c'est quand même plus gros, puis ils ont quand même plusieurs villes qui sont regroupées ensemble. Donc, mais partout alentour, mais on a toute la même problématique, c'est qu'on ne sait pas combien de pompiers qui vont arriver. Donc, souvent, ils vont caler les alarmes plus rapidement parce que, mettons qu'il y a un camion qui arrive avec 2 pompiers, bien, c'est pas une grosse gang. Tu as un autre camion qui arrive avec 2 pompiers, c'est pas une autre grosse. Tu as 2 casernes différentes, mais tu as juste 4 pompiers. Il faut que tu appelles plusieurs municipalités alentour. Donc, c'est pour ça qu'on a des chances de se ramasser assez loin parce que, justement, les autres casernes dans d'autres municipalités, bien, ça se peut qu'il n'y ait pas assez de monde pour combattre. Puis là, ils vont nous appeler en renfort. Puis là, nous autres, on va partir avec 2, 3, 4 camions, puis on s'en va les aider. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, je peux en revenir avec les heures un peu. Là. Mettons qu'on t'engage. Toutes les affaires sont correctes. Mais on t'engage comme pompier 1. Donc, tu vas avoir 255 heures à faire. C'est le gros coup à donner, je te dirais. Là. 255 heures, c'est le gros coup à donner pour être pompier 1. Après ça, quand tu as 4 sections dans le pompier 1. Rendu à section 3, quand tu vas passer de section 3, bien là, tu vas pouvoir endosser un appareil respiratoire. Ça veut dire que quand tu vas de section 1, section 2, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas amener de l'eau, faire périmètre de sécurité, il y a bien des choses à faire. Là. Mais rendu à section 3, là, tu vas pouvoir endosser un appareil, mais pas rentrer en dedans. Tu vas pouvoir aller à l'extérieur, arroser. Et à section 4, bien, quand tu as terminé, tu as ton diplôme de pompier. Nous, à Trois-Pistoles, on a une spécialité pompe. Donc, après ça, quand ce cours-là va être fait, on va te demander d'être faire ton cours de pompe, d'autopompe. Ça, c'est 30 heures, c'est pas long, c'est une couple de fin de semaine. Fait que là, tu vas être bon avec ta classe 4A, parce que ton cours de pompe, il faut que tu aies ta classe 4A. Fait que tu vas faire ton cours de pompe. Là, tu vas être capable de donner de l'eau aux gars sur un incendie. Ensuite, on a les mâchoires de vie, nous autres, pour les accidents. Fait qu'on va te demander de te former des mâchoires de vie. Ça, c'est à peu près 30 heures, 30, 50 heures, un petit peu plus long. Et c'est ça la formation qu'on va vous demander à Trois-Pistoles. Mais après, ça, si tu veux, là, nos limites, écoute, tu peux aller pompier 2, PEP. Je l'ai tout fait en région, moi, ces cours-là. Fait que si tu veux, il y a nos limites là-dedans. Là. La formation, ça va être à Rivière-du-Loup. Si jamais, dans MRC des Basques, parce que moi, je suis gestionnaire de formation, je gère pour la MRC des Basques. Si on a 8 étudiants qui viennent de la MRC des Basques, bien, on peut donner le cours à Trois-Pistoles, mais le professeur va descendre de Rivière-du-Loup va descendre à Trois-Pistoles. Mais si on a 1 ou 2, 3 candidats, bien là, ça va être à Rivière-du-Loup. On va payer ton transport, ton lunch, puis tes heures de formation. Ça vous apporte quand même des opportunités. Là. Vous allez vivre des choses quand même que beaucoup de monde ne vivront jamais de leur vie. Là. Des choses le fun, puis des choses moins fun aussi. Il faut qu'on se le dise. T'sais, quand tu arrives sur un accident de voiture, puis que ça a fessé solide, comme on dit, ben c'est vous autres les premiers. Là. Donc, mais par contre, le fait d'aider le monde, le fait de t'en aller sur l'intervention, puis que le monde vienne te voir après un début d'incendie, puis tu as réussi à sauver les biens du monde, c'est une bonne valorisation. Le monde vient te voir, puis merci beaucoup, puis il t'envoie la main, puis tu sais, ça... Si tu veux juste faire ça, mettons, pour... tu dis, moi, je me cherche un job à temps partiel, par on dit, mes fins de mois, ben c'est pas juste ça. Il faut que tu l'aies un peu dans toi. Tu sais, c'est une personne qui est un peu à... faire plaisir aux autres un peu, puis aider le monde, t'aimes ça, ben tu vas être à ta place. Tu sais, puis on est tous de même, puis on a du fun, puis tu sais, c'est un peu ça. Là, tu sais, pompier, c'est ça. Là, tu sais, comme j'ai tout le temps dit, là, quand ça brûle, le monde y sort, nous autres, on rentre. On est un peu crazy de même, là, tu sais. Mais tu sais, faut que tu aimes. C'est un petit côté spécial, mais on essaie de contrôler le plus possible le danger. C'est sûr que
à 100%, si je serais menteur de vous dire, mais on essaye le plus possible de contrôler notre danger. Mais il y a tout le temps un imprévu. Il n'y a jamais une intervention qui est pareille. Donc, quelqu'un qui aime ça, ces petites choses-là, ce challenge-là, il va trouver son compte quand il va aller sur l'intervention. C'est ça que je voulais dire aussi. Puis dans un CV, là, c'est winner. Tu sais, t'es pompier temps partiel, là, puis tu mets ça dans ton CV. Là. Surtout si vous mettez mon nom, là, incroyable. Ça dit dans un sondage de cet incite, les pompiers, c'est les plus fiables. Non, mais c'est un peu ça. Tu sais, vous êtes jeune encore, puis tu sais, vous avez toute la vie devant vous autres, mais tu sais, tu amènes un CV à quelque part, puis ça fait 2 ans que tu es pompier temps partiel, puis tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait tes formations, ben, tu sais, un peu comme je dirais, comme exemple, tu sais, les jeunes qui ont travaillé chez McDo, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, là, quelqu'un qui travaillait chez McDo, puis qui mettait ça dans son CV, ben ouais, il passait devant tout le monde parce que c'était quand même, tu sais, il y avait de la rigueur chez McDo, puis il fallait que tu sois habillé pareil, puis tu avais un minimum à donner, puis si tu étais capable de rester chez McDonald's, ben, tu étais fiable, tu étais à l'heure, tu étais un bon employé. Mais si tu es capable de rester pompier, puis tu l'as dans ton CV, ben, je vous le dis, là, c'est une clé, là, c'est une bonne clé pour vous autres. Tu sais, c'est un plus, là, tu sais. On travaille beaucoup en prévention incendie, puis je te dirais que les feux d'hiver, on avait beaucoup avec le ramonage de cheminées que le monde ne faisait pas. Fait que là, on oblige à cette heure, le règlement municipal oblige à faire le ramonage de cheminées. Puis écoute, on n'a plus de feux de cheminée. C'est sûr que l'été, ben, tu as des feux d'auto, plus feux de forêt. Ça peut arriver. Moi, je trouve que l'été, il y a plus de feux versus l'hiver depuis un certain temps. L'idéal pour un pompier de pogner des feux, là, le climat, c'est l'automne puis le printemps. Parce que l'été, écoutez, votre habit, votre bunker, c'est comme un gros habit de skidoo. Donc, quand il fait 32 degrés dehors, il faut que tu rentres dans un four, dans une maison, puis je te demande de mettre ton habit de skidoo, ta cagoule, tout ce qui va avec. Tu vas passer une bouteille, puis tu vas sortir, tu vas émigrer le solide, tu vas tout tremper, tu vas faire que tu prennes un break, Gatorade, puis après ça, tu rembarques, puis on repart pour une autre bouteille. C'est comme un genre de gros training que tu fais là, l'été, tu sais. Puis l'hiver, ben, c'est un autre défi. Il fait moins 25, on a eu un gros mois de froid. Puis là, ben, tu joues avec de l'eau. Ben, l'eau et le froid, ça ne va pas ensemble. Tu te ramasses, t'es gelé, t'es tout gel. Tu sais, c'est pas idéal, mais ça fait partie de la partie, comme on dit. Là, mettons 10 degrés, 8 degrés, et mon Dieu. Là, c'est parfait. Tu sais, t'es bien, tu prends une intervention, t'as pas trop froid, pas trop chaud. Tu fais ce que tu as à faire. Puis, mais tu sais, il n'y a jamais de moment idéal pour prendre un incendie. Là. Ça sonne, puis on y va, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis pour vous donner un peu plus d'infos, je ne sais pas comment vous autres, vous avez entendu parler, mais nous autres, on demande de se présenter à la caserne avec votre véhicule. Parce qu'il y a plusieurs manières il y a plusieurs manières, il n'y a pas 56 manières, là, mais il y a une autre manière encore qui commence à être de vieille garde, je pourrais dire, c'est que les pompiers, ils partent avec leur véhicule personnel. Ils ont leur kit dans leur véhicule, puis ils s'en vont sur une intervention. Mais de moins en moins, il y en a de ça. Nous autres, on demande tu pars avec ton véhicule personnel, tu viens à la caserne, tu as ton kit qui est à la chaleur, tu t'habilles à la caserne, tu montes sur un camion, tu as un officier qui est là pour commencer l'intervention avec toi, puis là, tu pars pour l'intervention. Parce qu'il y a dont tu as vraiment des grosses lumières, des gros flashers, des gros camions rouges. Et toi, tu arrives avec ta petite voiture, il fait noir, quelqu'un ne te voit pas, tu t'habilles sur le bord de la route, tu peux te faire frapper. Tu peux te placer dans une situation que tu ne nous aides pas pour l'intervention. Puis en plus, nous autres, si tu prends un incendie, ben, on a la machine pour te décontaminer, parce qu'il y a quand même des contaminants quand tu as un feu. Puis il faut qu'on te lave. Il faut que tu te laves dehors après l'intervention. Puis là, tu montes dans le camion. Et là, si tu fais ça, puis
tu montes dans ton véhicule personnel après, ben c'est un peu ordinaire. Là, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'arriver et d'aller à la caserne, t'habiller, puis quand tu reviens avec le camion, ben, tu te déshabilles. Il y a des douches, tu prépares même ta douche à la caserne, tu mets du linge propre, puis là, pour ça, tu peux t'en retourner chez vous. Après avoir mis les camions en service. Des fois, c'est pas grand-chose, puis des fois, ça peut être plus long. Faut que tu laves les tuyaux, faut que tu rinces les tuyaux, faut que tu les mettes dans les séchoirs, faut que tu mettes d'autres tuyaux sur l'appareil parce qu'il manque de tuyaux, les outils à laver, les appareils respiratoires, s'ils ont servi, il faut les inspecter, il faut les remettre en service. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il peut y avoir un appel qui va arriver dans la prochaine heure. Il faut toujours qu'on soit prêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben écoute, tu viens de rencontrer à la caserne. On va se parler un peu plus personnel. Là, on va jaser avec toi là, vraiment là, comment tu vois ça, tes disponibilités, la distance de où tu habites, parce qu'il y a quand même un minimum. Il faut quand même que tu ne sois pas trop loin de la caserne, parce que si tu es trop loin, à un moment donné, c'est moins. Donc, on va tout t'expliquer ça comme du monde. Ensuite, tu nous apportes les papiers qu'on te demande. Nous autres, on va faire on va faire la petite enquête, on va regarder tes affaires. Puis si après ça, on va faire le tour de la caserne. Habituellement, le monde qui veut être pompier aime bien ça. On va même regarder tout de suite avec. On va commencer à regarder avec toi tout de suite les grandeurs de ton bunker, tes bottes, tes affaires comme ça. Puis après ça, ben là, une fois qu'on t'a accroché solide avec l'hameçon, là, on attend que tu reviennes. Non, mais après ça, après ça, c'est ça. Là, après ça, si tous tes papiers que tu nous as apportés, tout est correct, bien là, on va reprendre rendez-vous ensemble, puis là, on va commencer. Mais la minute que tout ça fonctionne, puis que nous autres, on donne des noms à Pascal, puis parce que nous autres, pour que tu sois embauché par la ville, il faut que ça soit sermenté, entérigné, comme on dit, par l'hôtel de ville, là, Puis là, une fois que tu es officiellement engagé, bien là, tu peux déjà commencer à mener ces interventions. Avec ton linge, tout ça. Puis là, après ça, mais doucement, comme je te dis, c'est sûr que la première fois, tu vas regarder. Au début, tu regardes plus. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que tu viennes le plus rapidement possible avec nous autres pour que tu regardes le pouls de comment ça fonctionne. OK, c'est de même, ils sont de même. OK. Puis il va tout le temps un pompier à côté de toi. Puis il va tout le temps t'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a pris ça. Puis tu poses des questions. Puis bon, tout le monde est content de te répondre. Puis après ça, tu reviens, puis là, doucement, pas vite, tu vas te déjeuner, puis à un moment donné, je peux-tu t'aider? Ah ouais, mais tu vas pouvoir commencer à faire des petites tâches. Puis ces interventions, tu vas commencer à nous aider. On va dire, ça, tu pourrais faire ça, ça, tu peux faire ça. Puis là, à un moment donné, doucement, pas vite. Puis là, à un moment donné, tu vas commencer tes formations. On va t'inscrire pour tes formations. Puis là, tu vas commencer à embarquer dans la roue. Puis normalement, là, quand tu commences tes formations, là, tu pognes la piqûre. Là, tu embarques solide parce que tu es avec plein de monde pareil comme toi. Ce qui est winner quand tu débutes aussi, on a un même ici qui est recru. Là. Lui, les premières semaines, il a tout appris l'inventaire des camions. Fait que là, quand on lui dit va chercher la hache, il sait où est la hache. Fait qu'il part, il va chercher la hache. C'est un des bons. Là. Fait que lui, sa première tâche qu'il a faite, les 2 premières semaines, il a regardé où le stock qui était dans les camions. Parce que c'est les premières tâches que tu vas faire, aller chercher du stock pour les gars. Fait que là, tu vas dire, va me chercher une hache. On va partir, je sais ce qu'elle est. Ça, c'est winner. Déjà là, tu pars avec un gros avantage. Puis aux pratiques du lundi soir, mais tu vas venir, tu vas avoir une petite paye, puis après ça, mais doucement, pas vite, là, tu vas te familiariser avec tout. Puis tu vas regarder, là, c'est des pratiques. Tu vas même pouvoir commencer à toucher à des choses, à aider, OK, on va étendre des tuyaux. Tu vas pouvoir aider, tu vas avoir ton linge, tu vas avoir ton bunker sur le dos. Tu vas avoir tes gants, tes bottes, puis tu vas commencer à faire ça. C'est pas pire, puis c'est cool, ça, puis ça, c'est cool. Puis... Parce que moi, dans le temps, il y avait une grandeur, comme la police. Je pense que c'était 5 et 9. Puis moi, c'est ça que je voulais faire dans la vie pompier, mais je pouvais pas, parce que je voyais bien à un moment donné que ma mère, elle m'a pas arrosé assez, là. Je poussais plus. Puis, à un moment donné, je dis, gars, je ne peux pas être pompier ou faire d'autres choses.
Puis là, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a annoncé, écoute, les grandeurs, puis tout ça, c'est fini, ils ne peuvent plus faire ça. Puis là, je me suis informé, puis là, je suis allé à l'école de pompiers. Puis là, j'ai acheminé là-dedans, puis là, regarde aujourd'hui, là, donc, non. Écoute, c'est ton cœur, gars. Moi, je connais du monde qui mesure 6 et 4, puis le cœur, il n'est pas là. Mais toi, ton petit 5 et cul, que tu dis, là, si tu as un bon cœur, là, puis tu viens mettre tes bottes de travail quand ça brûle, là, je vais prendre bien plus une personne comme toi qu'un grand slack qui n'a pas de cœur, puis tu comprends? Il n'y en a pas de problème. Oui, je comprends. Il n'y en a pas de problème. Juste pour ajouter aussi, moi, je trouve que travailler avec des filles, c'est différent. Parce que souvent, l'homme, avec ses gros bras, lui, il pense juste de défaire, puis on arrive sur une porte, admettons, puis lui, il pense juste à défoncer. Il dit, moi, je vais la défoncer, mais on va faire ça dans 10 secondes. La fille va dire peut-être, as-tu regardé cette éborée? Tu sais, c'est des mentalités différentes. L'adrénaline d'un gars, là, c'est fort, et tassez-vous de là. Mais la fille, des fois, elle prend le temps d'analyser, et de dire, tu vérifié cette éborée? On ouvre la porte, mais même pas barré. Fait que, moi, j'aime bien la manière de penser, c'est plus réfléchi. Puis, un homme sur un feu, des fois, l'adrénaline est forte, puis on ne pense pas tout le temps. L'autre chose aussi, je vais te rassurer. Là, en ce moment, on a une fille avec nous autres. On a déjà une fille avec nous autres. OK. Puis, la gang là, est vraiment plaisante pour ça. Puis, si tu as une mini-inquiétude au fait que tu es une fille puis c'est une gang de gars, inquiète-toi pas. Tout est réglé d'avance. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème de ce côté-là. Tout a été fait. Tout a été déjà fait pour que si on a des femmes qui viennent nous rejoindre, il n'y a pas de niaiserie, il n'y a pas de commentaires. On a besoin de monde, puis on prend tout le monde est égal, puis on part tout à la même place. Puis la seule chose. On a un but. Ouais. La seule chose que tu n'as pas, c'est que tu n'as pas l'expérience. Puis ça, tu vas l'avoir avec la temps. C'est juste ça. C'est juste ça. Écoutez, on est content parce qu'on a du monde. On avait un peu peur que personne ne se présente. Au moins, on a pu au moins dire un peu nos grandes lignes. C'est sûr qu'on pourrait en parler encore longtemps, mais l'idéal, c'est de venir faire un tour à la caserne, prendre rendez-vous avec nous autres, puis on prend le temps de tout vous montrer ça. Puis souvent, absolument quelqu'un qui veut être pompier puis qui rentre à la caserne puis qui commence à regarder les camions, le stock, il pogne une popée piqueur. Puis après ça, les cours commencent. Souvent, là, ils ne décrochent pas. On a deux, trois qui ont commencé, là, puis ils ont eu un break à cause de la pandémie, là, puis ils ont juste hâte que ça recommence. Parce que tu te ramasses avec du monde pareil comme toi, là, qui commence zéro. Là. Ils sont zéro pompiers, puis vous allez monter ensemble là-dedans. Là. Mais tu vas peut-être avoir du monde de, je sais pas, moi, de Saint-Simon, du monde de Saint-Jean, du monde de l'Île-Verte, du monde de Trois-Pistoles. C'est tout du monde qui commence comme vous autres. C'est tous les mêmes règlements. Ce n'est pas nous autres qui les avons inventés. Là. Les règlements, ça vient de Québec. Puis justement, Denis, je ne sais pas s'il aime ça parler de ça encore, parce que Denis a vécu ça assez gravement, là, le fameux feu de l'Île-Verte qu'il y a eu. Mais ce feu-là, c'est à cause de ce feu-là qu'il y a beaucoup de règlements qui ont changé sur la loi incendie. Il y a eu beaucoup de décès. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Là, puis Denis était là, il était en avant de ça. Là. Donc, c'est pas toujours évident, mais ça prend tout le temps des drames pour faire avancer les choses. Puis c'est pour ça maintenant qu'il y a des formations obligatoires pompiers. Avant, pompier, c'était facile. Tu arrivais dans une caserne, je t'ouvrais une bière, on faisait chin, puis je te donnais un bunker, puis c'était pompier. C'était ça avant. C'était comme ça avant. Le monde arrivait, puis il allait aider ton voisin, le voisin il brûle, on s'en va l'aider. C'était de même, puis c'était correct, c'était comme ça avant. Puis le monde faisait leur possible. Mais il n'y avait pas de formation, il y avait du danger, il y a eu beaucoup d'accidents. Puis le moment donné, on dit que ça ne marche plus, il faut qu'on mette des règlements là-dedans, puis c'est pour ça que c'est comme ça maintenant. Mais c'est faisable, c'est pas tough, là. C'est faisable les cours, là. Puis c'est le fun. C'est le fun. Ça, c'est mieux encadré présentement. Là. Pas mal mieux encadré que c'était. Exact.
Nous autres, numéro de téléphone à la caserne, 418-851-2219. Alain, tu diras ton poste, je ne suis pas sûr. Ben, comme moi tantôt. Moi, c'est le 4252. Puis mon poste à moi, 4254. Donc, au pire, là, au pire, vous appelez, puis si jamais on ne peut pas répondre pour X raison, laissez un message, puis on va vous rappeler. Puis on est capable de s'organiser après ça pour vous rencontrer. Puis comme on vous dit, là, venez nous voir, puis on va essayer de vous en donner le plus possible. Puis après ça, ben, ça va être à vous autres à prendre une décision. Puis si vous êtes avec nous autres, ben, ça va être plaisant. Il y a non, mais sérieusement, il y a beaucoup de monde là, qui y pensent pas ou qui sont comme. Ils ont peur de faire le premier pas. Tu sais, combien j'ai entendu dire de monde qui m'ont dit je suis rendu trop vieux pour faire ça, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça de l'avoir, cette speech-là. Tu sais, dans le fond, tu l'essayes, puis si t'aimes pas ça, ou si c'est pas pour toi, ou si finalement t'as pas le temps, pour X raison, la vie change, hein. Puis tu sais, c'est une job à temps partiel, là. Donc, éventuellement, ta vie peut changer, ça peut t'amener ailleurs, ben c'est fini, puis c'est fini, puis c'est pas grave, là, on continue, la vie continue. Parce que, tu sais, on n'a pas une tonne d'appels, là, mais on en a, puis, tu sais, quelqu'un qui se fait réveiller la nuit, ben, comme à soir, là, tu dors au chaud, collé, c'est ton oreiller, puis à un moment donné, faut que tu sais que tu t'en vas au feu, ben, c'est facile de le dire, mais de le faire, puis de le vivre, passer du temps dehors, puis à un moment donné, tu as froid. Tu sais, je dis pas ça pour vous décourager, là, au contraire, il faut que je vous dise les vraies affaires. Mais quand c'est fini, là, tu arrives chez vous, là, c'est le fun. C'est un sentiment, quelque chose ici qui te pogne, là, puis le monde. Écoute, tu sais, la différence entre pompier et police, c'est ça. Police, vous savez que le monde le font, puis pompier, ben, ils nous envoient la main tout le temps. Mais c'est ça. En gros, c'est un peu ça. Donc, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions puis à vos attentes pour une première. Là. Super content de la soirée à soir, puis des bons commentaires, bonnes questions. On vous attend, réfléchissez à votre affaire, puis on est prêt à vous accueillir quand vous êtes prêts et prêts. Vous allez aimer ça, je suis certain. C'est la fin de notre émission. Encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté le contenu qu'on vous a présenté. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez pu le voir en publicité autant au début, au milieu et tout à l'heure à la fin de l'émission. La TV communautaire a eu 500 abonnés tout récemment. Les reportages sur Ottawa et Rimouski ne sont pas étrangers justement à cette hausse des abonnés. On les remercie d'ailleurs. Mais pour remercier les abonnés qui sont de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube, on va organiser une foire aux questions. Puis pour la faire, on a besoin de vous. Si jamais vous avez des questions sur la TV communautaire, que vous voulez savoir vraiment comment ça fonctionne une TV communautaire, depuis combien de temps qu'on fait ça, c'est quoi nos formations pour faire ce travail-là, toutes les questions sont bonnes. Il n'y a aucune question qui va être mise à l'écart. Je trouve que c'est vraiment pertinent dans le cadre de nos 500 abonnés de répondre aux questions que les gens peuvent se poser sur nous. Donc, si vous avez des questions, vous nous écrivez à FAQ-TCBH@outlook.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à FAQ-TCBH@outlook.com. On espère vous lire en grand nombre.